Obtenir un rendu avec Blender 15 fois plus rapidement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est une des questions qui est le plus posée sur les forums de 3D, sur les commentaires, etc., etc. Bienvenue dans cette formation consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la partie rendu et on va accélérer au maximum l'image de rendu pour passer de ceci, un rendu qui a pris 1 minute, à cela, un rendu qui a pris 3 secondes 72. Donc c'est même plus que 15 fois plus rapide. J'ai un petit peu arrondi pour que ce soit plus simple. Mais en plus de ça, vous remarquez que non seulement le rendu est plus rapide, et en plus il est plus qualitatif. À certains endroits, on a quelque chose de très noisy, comme par exemple la cloche ici, ou les parties sombres présentes juste là dans les étagères, alors que sur le rendu plus rapide, on a quelque chose qui non seulement est plus qualitatif, et qui en plus est plus rapide. Alors là, vous allez me dire, c'est de la magie? Pas tout à fait. C'est tout simplement les réglages de rendu à optimiser, à modifier en fonction de vos scènes. Donc je vous conseille de vous référer à la vidéo précédente pour toute la partie technique d'explication d'un moteur de path racing, parce que sinon vous allez être un petit peu à la ramasse peut-être sur certaines notions, et on va commencer tout ça de ce pas. Alors, pour les besoins de la vidéo, j'ai téléchargé la scène Blender 3.5, le splash screen Cozy Kitchen de Nicole Morena, qui est très bien pour faire des benchmarks, donc je vous le conseille, et on va tout utiliser aujourd'hui. Je vais fermer la version optimisée. Hop là, je ne sauvegarde pas. Comme ça, on a la scène de base, que je n'ai pas ouverte directement, parce qu'il y avait déjà des optimisations de rendu faites dessus. Donc j'ai téléchargé la scène, j'ai pris un Blender vierge, et je l'ai importé dedans. Comme ça, je suis sûr d'avoir les réglages de base de Blender. Pour vous prouver ma bonne foi et vous montrer que ce rendu est pas fake, je vais refaire un F12 et ça va être le rendu de référence. Alors petite information, de temps en temps vous allez me voir hop là disparaître parce que comme un rendu ça prend 100% des ressources d'un ordinateur, vous allez voir que potentiellement je vais un petit peu ramer côté vidéo, donc ça va un petit peu mouliner, ça va peut-être faire saccader côté caméra. Donc si je vois que ça saccade un petit peu trop, je vais me masquer. Ça évitera d'avoir quelque chose qui vous fait un petit peu mal à la tête. Parce qu'un rendu, c'est extrêmement lourd, extrêmement long. Ça prend la plupart du temps 100% de ressources de votre ordinateur. Donc là, j'ai du monitoring, mon CPU est à 100%. Donc c'est très lourd. Donc tous les processus qui se font en parallèle, potentiellement, vont commencer un petit peu à ramer. Là, vous voyez, la caméra, elle frise un petit peu. Donc hop là, je me masque. C'est tout à fait normal, n'ayez pas peur. Donc il faut vous dire que si vous lancez un rendu, vous n'allez pas maintenant lancer une partie dans le jeu vidéo parce que ça ramerait beaucoup trop. Donc voilà. Donc là, on est sur un rendu voilà, qui a duré 55 secondes. Alors, tout à l'heure, on était à 1 minute et quelques. Il y a toujours un petit côté pseudo-aléatoire. C'est-à-dire qu'en fonction de la disponibilité de votre processeur, est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne en fond, qui s'active, quelque chose de très minime, ça peut avoir un impact très rapide à chaque fois sur le rendu. Donc là, nous sommes à 55 secondes et quelques. Donc on va dire qu'entre 55 et 1 minute, c'est le temps à battre. Sachant que si je lance le rendu 10 fois, j'aurai jamais exactement la même valeur. Comment faire pour optimiser ceci? Par défaut, on est un petit peu embêté. On est un petit peu embêté parce que le device sélectionné, c'est le CPU. Le device, c'est quoi? C'est le matériel qui va être utilisé pour le rendu. Il faut savoir qu'il en existe de deux sortes. On a le CPU et le GPU. CPU, c'est le Central Processor Unit, c'est votre processeur. GPU, c'est exactement la même appellation, sauf que le G, c'est pour la carte graphique. Donc moi, je vais parler de processeur et carte graphique. Sachez que processeur, c'est CPU, carte graphique, c'est GPU. En 2025, avec les configurations actuelles et les technologies qui ont énormément avancé en termes de carte graphique, il est quasiment impossible que sur une configuration, un rendu CPU soit plus rapide qu'un rendu GPU. Ça ne veut pas dire que le GPU est toujours à utiliser, ça va dépendre de plusieurs cas de figure. Le gros avantage du CPU, c'est quoi? C'est que déjà, il est présent dans 100% des configurations. C'est un élément nécessaire. Alors qu'une carte graphique, c'est facultatif. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de carte graphique. Alors, faire de la 3D sans carte graphique, bon courage à vous. Mais voilà, sachez que ça existe. Donc c'est le premier avantage du CPU, c'est qu'il est constamment présent dans une configuration. Donc le rendu CPU, c'est historiquement ce qui était utilisé depuis le début de la 3D parce que au début les cartes graphiques n'existaient pas et c'était le seul module de compilation d'interprétation de données qui était suffisamment puissant pour faire des calculs 3D. Également, le CPU va communiquer avec la RAM. La RAM qui également est forcément présente dans un ordinateur, alors que le GPU va utiliser la VRAM. Autre avantage du CPU, c'est que la plupart du temps, là également c'est une moyenne, dans les configurations de PC actuelles, on a plus de RAM que de VRAM. Donc la RAM, ça peut être 16, 32, 64, 128, 256, etc. etc. Le GPU, c'est beaucoup plus limité. C'est du 6, 8, 10, 12, 16, 20 et quelques, si vraiment vous avez une bonne carte graphique. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus limité. L'avantage, c'est que le CPU, du coup, vous allez avoir beaucoup
moins d'erreurs d'overflow de memory, alors qu'avec le GPU, ça peut arriver. Le GPU, il va remplir sa VRAM et à un moment, il va dire j'ai plus de place, je peux plus calculer. Alors, on a des solutions intermédiaires hybrides où on a ce qu'on appelle du swapping, où par défaut, la carte graphique va utiliser la VRAM, qui est la plus rapide pour la carte graphique, ensuite la RAM, qui est un petit peu moins rapide, et ensuite, il va utiliser la mémoire de l'ordinateur. Ça, c'est ce qu'on appelle du swapping. Donc, quand on fait du swap, c'est qu'on passe d'une mémoire de moins en moins optimisée, mais ça permet d'assurer une continuité de calcul sans qu'il s'arrête. Dans les CPU, là où je suis un petit peu embêté, c'est que cette valeur-là de 55, mais avec les réglages intrinsèques au CPU, on va pas pouvoir faire grand-chose. Une option qui peut fonctionner chez vous, mais qui est un petit peu aléatoire, c'est d'aller ici dans les performances, dans le use styling, de l'activer si c'est pas fait, et de changer un petit peu la valeur. Donc là, il n'y a pas de valeur vraiment qui fait foi. Donc il faut toujours un multiple de 32. Donc moi, je vais faire 32 x 4 par exemple. On va tenter du 128 et je vais faire un F12 et vous allez voir que déjà visuellement, il y a quelque chose qui change. Là où tout à l'heure, on calculait l'intégralité de l'image d'un seul coup, là vous voyez qu'on a des petits... Alors c'est comme des buckets, alors on a des sous-buckets qui ne sont pas affichés mais qui sont calculés. C'est comme des petites zones de travail qui vont être minimisées pour optimiser les rendus du CPU. Il faut savoir qu'une grosse différence entre CPU et GPU, c'est que le GPU va être très fort pour faire des gros calculs en parallélisant toute la donnée, alors que le CPU, c'est pas forcément son fort. C'est pour ça qu'il est divisé en différents threads, on a des cœurs logiques, des cœurs physiques, avec certains cadençages. En fonction de tout ça, chez vous, vous allez devoir utiliser une taille différente ici de tiling. Je passe assez rapidement parce que j'avoue que le rendu CPU, c'est pas quelque chose que je préconise. Donc si jamais vous êtes obligé de faire en CPU, utilisez cette valeur-là. Vous allez voir que chez moi, le rendu est pas forcément convaincant, il est même parfois plus long en utilisant les tiling. Donc là, vous voyez, on est passé à 54 secondes. C'est pas fou, hein. On est passé de, alors quasiment 56 quand même, à une valeur basse à 54. Donc on peut dire qu'on gagne entre 1 et 2 secondes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, pourquoi? Parce que si on normalise la valeur, il faut se dire que là, on est sur un rendu d'1 minute. Donc si on gagne 1 seconde sur 1 minute, imaginez sur un rendu qui dure 2 heures. En termes de pourcentage, c'est pas mal. Imaginez sur un rendu de 200 frames, où chaque frame dure 2 heures. Ben, on a vite fait de gagner quelques heures par-ci par-là. Donc ça, c'était la première phase d'optimisation pour le CPU. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de passer en GPU. Vous allez voir malgré tout qu'il y a des réglages qui s'appliquent à la fois au CPU, GPU, qu'on verra juste après. Donc même si vous utilisez uniquement le CPU parce que vous avez malheureusement pas de carte graphique, il y a des choses qui vont vous parler, qui vont vous permettre d'optimiser le rendu. Donc ne quittez pas la vidéo, il y a des choses qui fonctionnent pour tout, qui ne sont pas propres au device, mais qui sont propres à la manière dont Blender va calculer. Donc une des premières choses qu'on peut faire, donc à chaque fois je vais changer de slot, comme ça on aura vraiment la comparaison, c'est de changer le device. Donc je vais passer en GPU. Je passe en GPU qui est la carte graphique, et là on est embêté, c'est que c'est grisé. Pourquoi c'est grisé? Ben Blender, il est obligé, donc là si je fais un rendu, il ne va pas utiliser le GPU, il est obligé, donc si je fais un F12, hein, vous allez voir que c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Ça va prendre à peu près le même temps, parce qu'il utilise toujours la même technologie. C'est un petit peu ralent. Il essaie de faire une sorte de calcul qui par défaut est défini en tant que GPU, mais là il n'utilise pas concrètement le GPU, donc je vais l'annuler parce que ça sert à rien. Il est grisé d'ailleurs, il vous l'indique comme ça. Pour utiliser la carte graphique, on est obligé de dire à Blender, tu utilises la carte graphique, mais je te dis comment communiquer avec la carte graphique. C'est pas quelque chose qui est natif, comme on a sur le CPU, donc c'est un autre inconvénient du GPU. Donc pour ça, on va devoir aller dans Edit, Preferences, et ici, dans System, j'ai le Cycle Render Device. On va passer en CUDA. Et là, c'est super. Là, CUDA nous propose d'activer la carte graphique. Vous voyez que du coup, elle est plus grisée. Et en plus, je peux activer le processeur. Donc là, naïvement, on peut se dire, je profite de quelque chose qui est optimum. C'est-à-dire que j'ai à la fois mon CPU et mon GPU qui calculent. Donc là, ça devrait envoyer du bois. Alors effectivement, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Mais on est loin encore de quelque chose qui serait 100% optimisé. Donc là, normalement, on va considérablement diviser. Vous voyez que déjà, la différence est folle. Juste le fait de faire rentrer le GPU dans l'équation, regardez bien, on passe de 54 secondes à 12 secondes 45. Déjà, c'est fou. Là, l'optimisation est folle. Et j'insiste bien sur le fait qu'on a exactement le même rendu visuel. C'est exactement la même chose. Donc, là où Cycle, c'est très fort, c'est qu'il assure quasiment quelque chose qui est pixel perfect entre du CPU et du GPU, chose que ne fait pas les autres moteurs de rendu. Là, pour être tout à fait transparent, on n'a pas fait un calcul GPU, on a fait un calcul XPU. Du XPU, c'est quoi? Alors,
C'est pas vraiment du XPU parce que normalement, ils arrivent à se répartir les tâches, mais bon, c'est du calcul hybride entre CPU et GPU. Donc là, ça veut dire que les deux ont calculé. Mais il y a quelque chose qui est assez contre-intuitif, c'est de se dire que si je désactive mon processeur et que je lance un rendu, il y a fort à parier qu'il soit encore plus rapide. Et là, on peut se dire, attends, c'est pas possible. Tu lui donnes moins de ressources et malgré tout, il est plus rapide. Ben regardez, on est passé de 12 secondes 45 à 10 secondes. Ça, comment ça se fait? C'est parce qu'il y a un petit peu une notion, c'est pour ça que je disais que c'était pas du vrai XPU, il y a un petit peu une notion où CPU et GPU vont se partager la tâche, mais vu que le CPU est moins lent que le GPU, ben, il va un petit peu brider le GPU. C'est une sorte de bottleneck, qui n'en est pas vraiment un, mais il ralentit le GPU. Parce que le GPU est obligé d'attendre le CPU, parfois, pour récupérer des informations, ou alors si sur le même pixel, le GPU veut calculer, mais le CPU il est déjà en cours de calcul, ils vont pas arriver à se partager l'information, donc ben, la carte graphique va dire, tant pis, processeur, je te laisse finir de calculer ton pixel, mais moi je serai allé plus vite. Mais ça, on peut pas le deviner. On va pas enlever le pré-calcul qui a été fait par le CPU pour mettre le GPU dessus. Donc là, le fait de dire le CPU ne calcule plus rien, c'est intégralement GPU. Déjà, on est passé à 10 secondes, on a encore gagné du temps. Mais c'est pas tout. On peut encore en gagner beaucoup plus. Donc là, ça va dépendre de votre carte graphique. Moi, j'ai une 4090, qui est une très bonne carte graphique. En fonction de ce que vous avez, en fonction de la génération, ce que je vais vous montrer ne va pas forcément marcher. Je vais passer en OptiX. Peut-être que vous ne l'avez pas. Ça dépend si vous avez du RTX, ça dépend de votre carte graphique. Mais là, c'est vraiment le plus optimisé en termes d'API, d'interprétation, de communication avec votre carte graphique. Donc là, normalement, si je fais un rendu, il est encore plus rapide. Alors pareil, je ne vais pas vous faire la démo, mais si vous activez le CPU, c'est plus lent. Je fais F12. Tac. Souvenez-vous, record à battre, 10 secondes. Donc, il calcule toute la géométrie. Et là, bam, bam, bam. Normalement, ne me fait pas mentir, 8 secondes 71. Encore plus rapide. Là, on est passé en tout de 55 secondes à 8 secondes 71. Alors déjà, le gap est assez important. On peut encore faire beaucoup mieux. On peut faire encore beaucoup mieux. Alors, petit disclaimer quand même. L'OptiX, la seule contrainte, c'est que lui, il ne gère pas encore le swapping. C'est-à-dire que si vous avez une scène trop grosse et qu'il ne peut pas tout mettre dans la VRAM, il ne va pas pouvoir calculer. Là où CUDA arrive à gérer le swapping. Il est un petit peu mieux pour ça. Mais en contrepartie, il est plus lent. Donc c'est à vous de voir. Par défaut, vous pouvez vous mettre un OptiX. Si vous voyez que ça ne passait pas, soit vous optimisez la scène, soit vous faites plusieurs layers, soit vous changez un petit peu tout ça. Donc là, c'est bien beau, mais on a quelque chose qui est noisy. On a quelque chose qui est noisy. On va pouvoir optimiser tout ça, mais ça, on le verra encore dans un second temps. Comment je peux encore optimiser? On a quelque chose qui est un petit peu dommage. Vous remarquez qu'à chaque fois que je fais un rendu, je vais aller ici, à chaque fois que je fais un rendu, il va faire ce qu'on appelle un synchronizing object. C'est-à-dire que là, il compile la géométrie. Donc dans VRE, ça s'appelle compiling géométrie, ça dépend des moteurs de rendu, mais ça, il va le refaire à chaque fois. Et du coup, on perd du temps. On est toujours à 8 secondes et quelques. On a moyen dans Blender de lui dire, dans les performances, Final Render, de cocher Persistent Data. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il a besoin d'un premier rendu, et là, il va tout mettre en mémoire, vous voyez, tout ce qu'il a calculé en haut, et après, il va plus le refaire à chaque fois. Donc ça, c'est ultra rapide en termes d'optimisation. Donc on a 8 secondes 58. Regardez si je fais un F12, il squeeze toute la partie compilation pour faire uniquement le rendu, et là, on est à 3 secondes 17. Assez fou d'être à 3 secondes 17. Donc là, on a quasiment la version la plus optimisée possible. On a encore des choses qui nous permettent de brider un petit peu les réglages, mais là, ce que je vais vous montrer, c'est au détriment de la qualité. Donc c'est à mettre entre parenthèses, ça va dépendre de vos scènes. On a deux choses. On a le light pass, où par défaut, vous voyez, on a des valeurs assez élevées. Là, c'est le nombre de rebonds en fonction des surfaces. Ça, je vais pouvoir le toucher. Et j'ai également le GI Approximation. Donc si je coche GI Approximation et que je mets les light pass avec un maximum de 8, vous allez voir que là, ça va être encore plus rapide, mais on va perdre en qualité. Oui, on a 2 secondes 16, mais vous voyez, si je compare, on a la GI qui se comporte pas du tout, de la même manière. Mais ça peut permettre, en fonction des scènes, je vous le mets ici, c'est un levier, d'optimiser un petit peu tout ça. Alors, cette image-là, on va pas la compter dans nos calculs. Je vais repasser dans les valeurs de base. Et maintenant, là où on va devoir être un petit peu judicieux, donc là, c'était les piliers principaux. Le persistent data, l'utilisation du GPU, l'utilisation du OptiX et désactiver le CPU.
ça va être maintenant l'utilisation du denoise. Là, il faut se dire qu'on a, hop là, on a 200 samples, mais on a du noise un petit peu partout. Je peux obtenir quelque chose qui est encore mieux. Je peux obtenir quelque chose en activant du denoise. Le denoise, il peut se faire à deux niveaux. Soit on le fait ici, soit on le fait dans le compositor. Le compositor, on ne l'a pas encore vu. Donc, je vais activer uniquement ici, mais sachez qu'avec le compositor, c'est encore mieux parce que ce n'est pas pris en compte dans le temps de calcul. C'est quelque chose qui est fait en post-process. Donc, il y a encore un levier supplémentaire ici pour optimiser. Je ne vais pas vous le montrer parce que ce serait un petit peu trop en avance sur la formation. Donc là, si j'active le denoise, on ne va pas gagner de temps. Donc, nous sommes à 3 secondes 16. Si je fais un F12, on va pas en gagner, on va même en perdre un petit peu parce qu'une fois qu'il a fini son rendu, vous voyez, tac, il fait un denoise. Et là, du coup, vous dites, bah, ça sert à rien. On a gagné en qualité, mais on a perdu en rendu. Mais vu qu'on a du denoise, on va pouvoir se permettre de baisser un petit peu le nombre de samples. Alors là, il n'y a pas de science exacte, ça va dépendre vraiment de votre scène. Je vais mettre par exemple du 100 et je vais faire un F12. Peut-être que 100 c'est suffisant, peut-être que non. Là, vous voyez, on passe de 3 secondes 17 à 3 secondes 14, donc on a gagné un tout petit peu en termes de temps, mais surtout, on a gagné énormément en qualité. Regardez ça. Tac. On a quelque chose ici qui est parfaitement lissé. Alors ça, attention, c'est pas magique. C'est-à-dire que si je mets 3 samples avec du denoise, ça va être tout flou. Sachez que les micro-détails de normal ou autre vont être perdus avec du denoise. Donc il faut trouver le bon rapport. Sachez que sur une animation, on va avoir des choses qui vont subir ce qu'on appelle du flickering, qui vont un petit peu baver, on va avoir des artefacts. Donc ça, c'est à vous de gérer. Là, par exemple, si je mets du 50, c'est potentiellement trop bas. Donc on va voir un petit peu. On était à 3 secondes 17 sans denoise, à 3 secondes 14 ici. On va voir, je pense que là, on va être à 2 secondes et quelques, 2 secondes 79. Est-ce que c'est suffisamment qualitatif ou est-ce que le denoise a trop bouffé? Ça, c'est à vous de juger un petit peu avec le avant-après. Mais en tout cas, je pense que là, on est sur quelque chose de correct. On va pas aller plus bas. On est à 2 secondes 79. Donc là, globalement, on est passé de 56 secondes à 2 secondes 79. Donc c'est énorme. J'avais dit 15 fois plus, c'est même plus que ça. Donc c'est vraiment en termes d'optimisation, il y a plein de choses à faire de ce niveau-là. Et on pourrait fouiller dans les paramètres, mais ce serait plus scène dépendant. Ça dépendrait vraiment de votre scène. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sachez également que pour optimiser encore ça, ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser du noise threshold. Le noise threshold, si je fais F11 et que je vais dans le slot numéro 8, en théorie, il est censé avoir quelque chose qui est plus optimisé. Alors non pas forcément en termes de temps de rendu, quoique là c'est le cas, mais surtout en termes de qualité. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, sachez que le noise threshold, ça va être un algorithme qui va vous permettre de projeter de manière efficiente les différents sample rates. Donc ça veut dire, pour faire simple, que sur une image simple, il ne va pas projeter les 50 samples qu'on a mis à droite de manière homogène, mais il va uniquement mettre l'effort là où c'est nécessaire. Par exemple, un shader très simple comme ce bois ne nécessite pas autant de samples que la cloche de verre. Donc lui, c'est lui qui va choisir, qui va dire là j'ai beaucoup de noise, je balance des rayons, là j'ai plus de noise, j'arrête d'en lancer ici. Donc ça permet également de gagner en temps de rendu. Et tout ceci, ça peut vous paraître anodin, de gagner 0,1 seconde, mais dites-vous que sur une image qui prendrait 3 heures à rendre, c'est encore plus optimisé. Donc le petit gain qu'on a ici, ça permet vraiment d'optimiser sur des rendus à grande échelle. Et tout ce que je viens de faire ici, sur le noise threshold, sur le sample rate et tout, ça va marcher également avec le CPU. Donc GPU, c'était vraiment cette utilisation-là qui était intéressante. Mais si je repasse, par exemple, je vais rester en optique si je vais mettre du CPU, alors ça n'a pas vraiment de sens. Je ne vais pas vous faire ça, sinon ça va peut-être en embrouiller certains. Je vais passer en on et en mode CPU. Et là, je vais... Alors, je peux pas rajouter de slot. Ça m'embête un peu. Donc, on va dire que voilà, 2,63, ça va être le temps le plus bas qu'on ait. Mais si on compare aux anciens CPU, voilà, on était à 54, on va dire. Je passe slot 7. Et si là, je fais un rendu avec F12, tac. Donc, temps à battre 54. Normalement, on devrait y arriver, je pense, considérablement parce qu'on a baissé le nombre de samples. Donc voilà, même en CPU, vous voyez qu'on passe de quelque chose de noisy de 54 secondes à
denoiser à 13 secondes. Donc même en CPU, on gagne déjà 4 fois le temps de rendu, ce qui est pas mal. Mais les choses à retenir, c'est que, première chose, utilisation du GPU, si déjà votre configuration vous le permet. Moi, peux vous montrer un petit peu ce que j'ai. De toute façon, les liens sont dans la description. Hein. Mais en termes de carte graphique, vous voyez, j'ai 24 Go de VRAM, donc c'est déjà très très bien. Mais imaginons que j'ai une scène qui soit très lourde, ben je vais vouloir taper dans la RAM qui a 64. Donc comme processeur, j'ai un très bon processeur avec pas mal de cœurs, donc c'est pour ça que le rendu va assez vite. Donc c'est le i9 13900K. Et en carte graphique, j'ai une 4090. Donc tout ce qui est utilisation d'optics, bien évidemment, c'est évident. Si vous avez une carte graphique Nvidia, ne vous prenez pas la tête. Si vous avez une RTX, utilisez le Optix. Si vous avez une GTX, utilisez le CUDA ou le Optix si c'est fonctionnel. Je ne sais pas trop la compatibilité à ce niveau-là parce que ça fait longtemps que j'ai plus de GTX. Mais RTX, ne vous prenez pas la tête, c'est du Optix systématiquement. Si vous avez une trop grosse scène, vous pouvez passer en CUDA, mais faites dans ce sens-là. Et si vous n'avez pas, malheureusement, de carte graphique, utilisez ce que je vous ai montré en termes de CPU. Donc déjà, activez le tiling avec une valeur, là où il faut faire des tests pour savoir quel est le plus efficient en fonction de votre processeur. Utilisez le persistent data et le denoise avec le nombre de samples. Alors vous savez quoi, on peut même, je pense qu'on peut faire encore mieux. Je viens de penser à un truc, Optix, pour encore gratter un tout petit peu. Ah, c'est vraiment pour chipoter. Mais si je passe un Optix carte graphique GPU, je vais aller sur le dernier. Temps à battre 2,63. Donc là, normalement, si je fais un F12, hop là. Je le fais 2 fois parce que le persistent data était, voilà, 2,37. Vous voyez, il y a un petit côté aléatoire. Imaginons je désactive ce Use Styling. Normalement, il est censé être encore plus rapide. Il me fait mentir. Il me fait mentir. Vous voyez, il y a quand même un petit côté aléatoire. Ouais, voilà, on va dire 2,36. Bon, 2,36, c'est le temps qu'on ne pourra pas battre. Mais voilà, du coup, plusieurs piliers d'optimisation. Je vous fais un récap très rapide. Toujours privilégier le GPU s'il est mis à disposition dans votre configuration. Si vous avez le CPU, c'est pas très grave. Ne jamais activer CPU plus GPU si vous voulez faire un rendu GPU parce que le CPU va la plupart du temps brider le GPU. Dans mon cas de configuration, ça fonctionne. Par contre, si vous avez une configuration non homogène, votre CPU est très bon et votre GPU pas fou, mais peut-être que l'activer les deux vont fonctionner. C'est à vous de faire des benchmarks, il n'y a pas de science exacte sur ça. Si vous avez un GPU de type Nvidia, utilisez Optix systématiquement. Si vous avez du Apple, je crois que ça s'appelle Metal. Si vous avez du AMD, je crois que ça s'appelle HIP. Donc c'est un petit peu à vous de voir. Je ne sais pas si par défaut j'ai accès à toutes ces options-là. Ouais, je crois que ça c'est pour du AMD. Ça, je sais pas ce que c'est. One IPA, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais utilisé. À mon avis, ça doit pas être ultra optimisé. Bon, de toute façon, c'est pas compatible avec GPU. Donc voilà. HIP si jamais vous avez du AMD. Bien utiliser du denoise en baissant un petit peu le nombre de samples pour avoir quelque chose qui est assez représentatif de votre scène. Utilisez le noise threshold, ultra important pour être efficient en fonction du pixel, pour pas avoir 500 samples qui sont balancés de manière uniforme, mais pour avoir les samples choisis judicieusement par cycles là où c'est nécessaire pour avoir une qualité homogène globale sur votre image. Ça, référence à la vidéo précédente si jamais vous n'avez pas vu. Et bien activer le persistent data. Et je pense qu'on est à peu près tout bon sur ça. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, j'avais déjà fait des vidéos de la sorte, de combien à combien de minutes vous êtes passé. Nous, pour refaire un récap, on passe de 56 secondes à 2 secondes 36. C'est magnifique. Et j'espère que je vous aurai fait gagner du temps avec cette vidéo. Et en plus, alors non seulement on gagne 2 minutes 36, mais en plus on a quelque chose de bien meilleure qualité. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire sur les commentaires, sur Discord, à venir me voir également sur Twitch. Hop là, le lien est juste ici. Il sera dans la description où je suis en direct très souvent le soir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Un bon apprentissage et à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus.